20h01 au Bénin. Bienvenue au journal télévisé dédié sur la chaîne publique. Voici les articulations. Des rumeurs de vente de fer à béton hors normes sur le marché national fusent. L'Agence nationale de normalisation, de métrologie et de contrôle qualité mobilise tous les acteurs du fer à béton. On sera édifié. Il crée séduction et attraction autour d'un produit. Le packaging qui valorise marchandises et marques est un stimulateur d'achat potentiel. Packaging, normes et secrets de fabrication, c'est le dossier économie. Des drones pour livrer des médicaments et vaccins au Nigeria. L'alerte du Commonwealth sur les menaces au climat. Manifestation anti-Trump aux États-Unis. Nous serons aussi sur les théâtres étrangers. Bonsoir, merci de nous recevoir chez vous avec cette livraison de l'actualité que nous ouvrons par cette victoire de la diplomatie parlementaire béninoise. Louis Gbéounou Vlavonou, président de l'Assemblée nationale du Bénin, a été élu vice-président de la conférence des présidents des parlements africains COSPAL pour l'Afrique de l'Ouest. Cette élection est intervenue le 26 octobre 2024 à Accra, au Ghana, lors de la deuxième assemblée générale de cette institution. Une rencontre qui a réuni les dirigeants parlementaires de toute l'Afrique, mobilisés pour coopérer à la relève des défis du continent. Je l'annonçais en titre, des rumeurs de vente de fer à béton hors norme. Il court une rumeur justement redoutable pour les chantiers de construction du fer à béton non conforme aux normes au Bénin circulerait sur nos marchés. Alerté, l'Agence nationale de normalisation, de métrologie et de contrôle qualité interpelle les fabricants et vendeurs du fer à béton. Qu'a donné la réunion de crise ou de clarification? Général Lafouda Monsi-Agboka et Patrick Imavo nous édifient dans ce journal. Depuis quelques jours, la qualité du fer à béton est décriée sur les réseaux sociaux. Un constat qui a suscité cette réunion. Ils sont conviés, les différents acteurs impliqués dans la fabrication et la commercialisation des fers à béton au Bénin. Il ne devrait plus avoir sur le marché national des fers hors normes. Et c'est pour comprendre, est-ce que les fers sont fabriqués localement ou importés? Et pour pouvoir mieux comprendre, on a réuni autour d'une table tous les acteurs, les producteurs, les structures d'inspection. L'objectif de ces assises est d'explorer les pistes de solutions afin d'offrir des articles de bonne qualité aux consommateurs. C'était important que l'autorité recentre le débat et ramène les acteurs à l'ordre. C'est vrai qu'il y a une partie du fer qui est importée, il y a une autre partie qui est produite localement. Mais il faut que les deux soient conformes. Il est impératif que les acteurs puissent s'informer, puissent se conformer aux dispositions prévues par les normes et les règlements techniques. De toute façon, nous, de notre position, nous allons continuer la veille. Les exigences liées à la qualité des fers à béton sont fixées par l'arrêté 060 du 17 juillet 2023. Le mois du consommation local, on y est encore jusqu'au 31 octobre. Dans le reportage à suivre, on vous emmène à la découverte d'une initiative d'entrepreneurs ouest-africains. Une tournée continentale pour valoriser les produits africains. Consommons local tour, c'est Rodrigue Olagbawabito et Saint-Tiche Quimpon, Bernard Diogbe aussi, qui nous embarquent. Je travaille les céramiques depuis l'âge de 8 ans. J'ai commencé avec ma grand-mère. C'est elle qui m'a initiée. Depuis cette initiation, Myriam ne cesse de valoriser la poterie de chez elle. Des pots de fleurs, des décorations intérieures, des bols. Nous avons des petits bols pour les amuse-gueules et nous avons aussi des sculptures. Une présentation succincte qu'elle fait à toute personne attirée à son étalage. Comme elle, plusieurs autres sont présents ici pour une vente de différents produits provenant de différents pays. Tout va de la décoration à l'alimentaire. Nous avons les cajous. À part le cajou, on a les piments de table avec la sauce tomate, les marinades sans conservateur et sans additifs. Nous allons avoir par exemple de la farine de plantain vert. Nous allons avoir du taro, nous allons avoir du blé foutou,
qui est un produit phare d'ailleurs de la maison. Nous allons avoir de la spiruline, du cacao, du moringa, du baobab, du néré, du souchet. En passant par la mode et le bureautique. Il s'agit du papier recyclé, plus précisément du papier journal, que nous valorisons en des articles très accessibles et pratiques. Nous sommes des exposants togolais. On utilise, comme vous pouvez le voir, les tissus wax, mais aussi les tissus tissés. Donc celui-ci, c'est un tissu tissé togolais, donc il vient du nord du Togo, d'Apaon. Là, sur le sac, c'est des papyrus qu'on a achetés en Égypte. Voilà, donc quand vous achetez nos sacs, c'est tout un brassage de tout ce qui se fait de beau en Afrique, que ce soit au niveau du cuir, que ce soit au niveau du tissu ou des images avec lesquelles on décore les sacs. Cette foire est appelée le Consommons Local Tour. Et la promotrice, c'est bien elle. Depuis 2020, Modoupé réunit chaque année dans un pays de l'UEMOA divers entrepreneurs du continent pour une valorisation des produits et services locaux 100% africains. Nous avons vu l'opportunité de mettre en lumière ce que nous savons faire de beau et de bien qui manque de visibilité. Voilà pourquoi nous faisons des tournées itinérantes. Nous en sommes à notre 4e édition. Et on n'a pas eu à faire beaucoup d'efforts. Les belles âmes savent se rencontrer, c'est de la même façon qu'on a su s'identifier. En 4 ans de tour, pour une adhésion massive au consommant local, la défenseur du Made in Africa voit les côtes se briser. Ses objectifs sont en bonne voie d'accomplissement. Avant, il n'y avait pas l'engouement que nous remarquons aujourd'hui. Les gens sortent, ils viennent voir, et quand le produit leur parle, ils n'hésitent pas à l'acheter. Plus que jamais, l'Afrique est une terre d'opportunités. On doit faire le geste qui compte, consommer local, consommer responsable. Un vibrant appel pour une cause continentale. Poser ce geste revient à donner à l'économie africaine de se porter mieux et bien au-delà, d'être libre. Parlant de consommer, intéressons-nous à la robe de séduction dont sont emballées les marchandises qui nous aguichent et nous attirent vers l'achat de produits. Derrière, une technique, un art appelé packaging ou packaging en anglais. Il ne se fait pas par hasard, plutôt forgé par des normes et des procédés adaptés à chaque produit et marché. Packaging, secret de fabrication, c'est à voir dans le dossier économie de ce journal. Vous n'êtes pas dans les rayons. Vous n'êtes pas là où se vend le produit pour argumenter et c'est l'emballage votre premier vendeur. C'est la réalité dans les rayons de vente. Le fabricant est absent. Seul face au produit, le client fait son choix, attiré par les couleurs, la forme des emballages et les inscriptions qui y sont mentionnées. D'où l'importance d'un bon packaging. Le packaging, c'est le vêtement du produit. C'est l'ensemble des éléments qui le sécurisent et qui garantissent la sécurité aux consommateurs. C'est aussi la beauté du produit, c'est l'élément physique premier que le client va voir et va avoir envie de toucher puis d'acheter. Alors il y a des normes en matière d'emballage, de packaging, il y a des mentions obligatoires qu'il faut retrouver sur un produit et selon le segment sur lequel vous voulez positionner votre produit, on peut catégoriser. Dans le choix du bon emballage, il convient de se faire accompagner. Omar, jeune promoteur agricole et propriétaire d'une usine de transformation du cajou, l'a si bien compris. On vise les clients qui veulent une certaine qualité d'amande. Et donc ces clients se retrouvent dans une certaine classe. Et pour pouvoir toucher cette classe, on avait besoin d'un emballage qui leur parlait. Donc elle nous a aidé à développer un emballage qui aujourd'hui répond, je peux dire, aux normes internationales. On exploite déjà l'emballage qui est disponible dans beaucoup de supermarchés de la place et d'hôtels même. Pour passer de cette première forme d'emballage à celle-ci, beaucoup plus améliorée, il y a eu du travail. C'est un processus en 3-4 étapes avec l'intervention de 3 professionnels. Donc la première étape, on fait un diagnostic de l'emballage tel qu'il est aujourd'hui et on va travailler sur quel est le segment sur lequel l'entrepreneur veut positionner le produit. La façon dont on présente un produit qui va en supermarché n'est pas la façon dont on le positionne quand il va au grand marché d'Antokba, ainsi de suite. Sur l'écran, vous allez voir que c'est une étiquette
fait pour les jus de fruits. Petroski Agnou est designer professionnel. Il travaille actuellement sur un emballage de jus de fruits sur demande de la productrice. Elle-même a fait des choix de couleurs qu'on a conseillé pour dire telle couleur et telle couleur s'accompagnent, ainsi de suite. Et c'est là qu'on a eu à faire ceci. Déjà, on a eu un retour d'elle où elle dit que oui, qu'elle se différencie beaucoup du marché là-bas et on pense que c'est un produit purement importé. La question de l'étiquette résolue, l'autre défi à relever est lié au choix du contenant. On a beaucoup de contraintes à trouver le même emballage sur toute l'année. Quand vous utilisez une bouteille pour faire du jus, vous pouvez dans 6 mois ne pas le retrouver. Et on se pose la question de savoir quelle est la solution qu'on pourrait mettre en place pour justement résoudre ce problème transversal de disponibilité de l'emballage. L'enjeu lié au packaging pour un meilleur positionnement des produits locaux est bien cerné au niveau du ministère du Commerce, d'où les réflexions initiées en plein mois du consommation local. Il y aura un diagnostic du packaging de certains entrepreneurs et à la fin, pour qu'on puisse avoir des emballages répondant aux normes. Bien conçu, le packaging permet de créer de l'attractivité autour d'un produit. Il procure une expérience client enrichissante. C'est l'événement digital au Bénin. Et la QV 2024 met les médias à l'honneur. Début novembre 2024 va démarrer autour des médias la semaine du numérique. Événement phare de l'écosystème numérique du Bénin organisé par le ministère du numérique et de la digitalisation. L'événement mobilise chaque année autour des enjeux du secteur, des innovateurs, des leaders de l'industrie du numérique et des médias, entrepreneurs privés et publics. Institutions nationales et internationales dédiées aussi. Rebecca Kenjaronde nous brosse ici l'agenda tricoté autour des médias. La semaine du numérique au Bénin. Un événement d'opportunités et d'échanges entre start-up, entrepreneurs, fournisseurs d'accès Internet et les acteurs institutionnels. L'idée est de créer des services à valeur ajoutée et favoriser une gouvernance numérique inclusive. Depuis 2018, la CENOM fait parler d'elle à l'international grâce à ses panels variés et ses thématiques d'actualité. Du 4 au 8 novembre prochain, elle s'installe à nouveau au Palais des Congrès sous le thème « Numérique et médias, nouveaux canaux, nouveaux défis ». Avec l'essor des plateformes numériques, les médias béninois se transforment pour répondre aux nouveaux usages et aux attentes du public. Cette semaine du numérique sera une occasion unique de partager des perspectives sur la manière dont les médias peuvent s'adapter à ces mutations et tirer parti de nouveaux canaux tels que les réseaux sociaux, les blogs, les podcasts et les web TV pour élargir leur audience. À travers des ateliers et masterclass, les participants auront l'opportunité d'acquérir de nouvelles connaissances en rédaction web, en création de contenu multimédia et l'utilisation des réseaux sociaux. Panel d'experts, keynote et des discussions. La semaine du numérique 2024 s'ouvre à l'ensemble des acteurs et des citoyens afin de participer activement à la transition numérique du secteur médiatique. La participation aux activités de la CENOM est libre et gratuite. On prend le rendez-vous. Et puis tout de suite, écho de la campagne de dépistage du cancer du sein qui mobilise acteurs associatifs comme médiatiques, tels l'association Graceful Women et le syndicat des agents de la presse écrite publique, le Centra-ONIP. Derrière le cancer du sein, celui de l'utérus n'est pas loin dans la sensibilisation. Les deux partenaires proposent d'ailleurs aussi un soutien clinique et psychologique. Gloria One. Toute femme peut courir le risque de développer un cancer du sein. Cela relève de certains facteurs comme l'âge, des antécédents familiaux et parfois des mutations génétiques. Nous rappeler que le dépistage précoce peut sauver des vies. En effet, détecté à un stade précoce, le cancer du sein est souvent plus facile à traiter et les chances de guérison augmentent considérablement. C'est pourquoi il est essentiel de connaître son corps, d'effectuer des auto-analyses régulières et de consulter un professionnel de santé en cas de doute.
L'assistance psychoclinique dans l'accompagnement des personnes déjà atteintes de la maladie augmenterait leur expérience de vie. Quelle attitude ou comment est-ce qu'il faut se comporter avec une personne qui est atteinte dans son milieu, dans son environnement proche, que ce soit à la maison, que ce soit sur le lieu de travail. Et aussi, ça va être un accompagnement clinique, bien évidemment, puisque le matériel qui est mis à disposition, le dépistage qui se fait, ça a un coût, mais nous l'offrons gracieusement. Et donc notre accompagnement, notre soutien donc, dans cette lutte contre le cancer du sein, c'est justement ce que nous faisons aujourd'hui, permettre à ces femmes-là de pouvoir se faire dépister gratuitement. Parce qu'on a l'impression que tout dans l'humanité aujourd'hui nous rend malades. On a l'impression que tout dans l'humanité aujourd'hui nous fait côtoyer quotidiennement la mort. La prévention passe par des examens réguliers et des entretiens avec des professionnels de santé. La gestion de la maladie nécessite un environnement positif, une alimentation équilibrée et des activités physiques adaptées. Voilà pour les conseils. Derrière ce mot d'ordre, attention à la fragilité sanitaire des animaux de compagnie. Leur santé mérite surveillance, sinon danger pour la santé publique. L'émergence de maladies des animaux domestiques non vaccinés peut se révéler une véritable menace. Gloria Oni et Ramatou Lawani nous édifient ici. Plus de 70 000 personnes succombent aux morsures d'animaux de compagnie chaque année en Afrique. Des chiffres qui signalent l'urgence de prêter attention aux signaux d'agression ou du stress de l'animal. Malheureusement, nous avons encore assez de décès aujourd'hui au Bénin liés aux morsures de chiens, surtout la rage canine, ce qui fait que le gouvernement, pour prévenir ces mortalités, a engagé depuis 2019 des campagnes de vaccination contre les animaux de compagnie, que ce soit les chiens, que ce soit les chats, mais également les singes. La surveillance des écosystèmes, de l'habitat des animaux permet de détecter les menaces comme le braconnage qui détruit la faune et la flore. À la suite d'un soin, par exemple, il est nécessaire que les aiguilles et les seringues, au lieu d'être jetées dans l'environnement, soient recyclées pour ne pas polluer l'environnement. En cas d'urgence environnementale, le vétérinaire intervient pour protéger les animaux sauvages comme domestiques. Donc, il est le garant de la protection de ces animaux. La FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation, l'agriculture, initie des programmes de santé et de bien-être pour les animaux domestiques et encourage la vaccination et la stérilisation. Ceci pour la réduction des comportements agressifs. La FAO travaille main dans la main avec le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche à travers la direction de l'élevage sur les aspects suivants. Mise à disposition des équipements et matériels des laboratoires, des réactifs pour les diagnostics de maladies animales. Accompagnement de plusieurs missions d'appui aux investigations et des ripostes contre la grippe aviaire à Parakou, la rage à Oué-Yobé et Grand Popo dans le Mono. Une meilleure gestion des animaux garantirait la santé des écosystèmes, la santé publique et le bien-être animal. De l'eau potable pour tous les citoyens béninois, surtout dans les écoles. L'objectif se poursuit. L'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural met en œuvre la politique du gouvernement à travers la construction de postes d'eau autonomes dans les écoles, la cantine. Allons partager la joie des écoles, la cantine, des départements du Mono et du Koufo, ainsi désaltérés. Témoin, Simon Villon, Blaise Adampo. Derrière ce champ de maïs, comme dans une osmose naturelle, coule la ressource vitale. Elle jaillit hors de la terre nourricière. Par les robinets installés à Bopa, à Aplahoué, à Lalo et à Houéogbe, à travers des écoles primaires publiques à Cantine. Ces établissements scolaires du Mono et du Koufo sont bénéficiaires du projet eau potable pour école à Cantine. Tous les postes d'eau disséminés ont un atout. Ils sont autonomes. Le EPP Kendissé a été branché sur un forage artésien. C'est un forage qui sortait de lui-même, qui avait été aménagé pour des projets hydro-agricoles et la population avait une rampe pour quand même desservir. Maintenant, on a utilisé ce forage, on a immergé une pompe, on a fait l'équipement de telle manière que
la pompe permet de remonter l'eau pour servir l'école de Kendjissé. De la même manière aussi au niveau de Aboloumé, à Plahoui, on a aussi équipé un forage qui était artésien aussi. Donc on a immergé la pompe et c'est là les deux spécificités qu'on a eues dans le département du Mono et du Koufou. Au total, 9 écoles à cantine de ces deux départements sont dotées en postes d'eau autonomes. Sur la liste des bénéficiaires, les écoliers des EPP à Boloumé, Djurouhwe, Adjasagon, Zohundi Fambedjihwe et Agbadomé ont vu leur mode de vie changer grâce à cette eau potable. On imagine la joie à table et en cuisine. D'ailleurs, on faisait la navette entre Rassamé Centre, qui est à 2,5 km de nous ici. Avec l'arrivée de ce joyau, tout le monde est très content, les enfants, les maîtres, la population, tout le monde est content. L'eau est suffisamment disponible maintenant. Les cuisiniers n'ont plus de difficultés. Ça nous a permis de lancer notre jardin. Ça fait 9 ans que je suis dans l'école. C'est maintenant que je suis un peu soulagé en ce qui concerne l'eau, l'approvisionnement de l'eau pour la cantine. L'ouvrage hydraulique constitué d'un château de 8 mètres cubes, d'un point d'eau et d'une bonne fontaine ouverte à la population sera géré par l'opérateur Milaye. C'est lui qui se chargera de produire la facture de consommation aux mairies de Bopa, d'Aplahoué, de Lalo et de Houéobi. Allons voir à présent comment les lignes bougent dans la gouvernance du sous-secteur de l'enseignement secondaire. Lors de son exercice de reddition de comptes télévisuels, le ministre Kwaro Yves Chabi a défendu certains progrès et résultats obtenus au bout des réformes impulsées. Voici la synthèse proposée par Christelle Dongodo. Depuis 2016, le sous-secteur de l'enseignement secondaire a connu de nombreuses avancées d'après son responsable. Vous observez que depuis quelques années, le temps scolaire est vraiment respecté. Il n'y a plus de grève intempestive. C'était la principale cause. Les apprenants et surtout les enseignants se donnent au travail. Vous allez aussi constater qu'il y a un regain de confiance vis-à-vis de l'école publique. Par le passé, les parents d'élèves, y compris peut-être vous et moi, nous envoyions systématiquement nos enfants dans le privé parce qu'ils se posaient des problèmes de confiance. La confiance est revenue et aujourd'hui, les parents d'élèves inscrivent les enfants dans le public sans problème. Un autre changement notable dans ce sous-secteur concerne la réduction des marges d'erreur. Nous gérons avec précision, nous mettons à contribution le numérique pour faire de la gestion efficiente, donc nous gagnons en temps, en énergie, et cela peut se constater à plusieurs niveaux, que ce soit au niveau des examens, que ce soit au niveau du suivi des enseignants, du suivi des programmes scolaires. Pour le moindre papier, un apprenant pouvait quitter des centaines de kilomètres, quitter carrément pour venir jusqu'à Porto-Novo, rien que pour prendre une attestation. Aujourd'hui, c'est révolu. Pour accueillir le nombre croissant d'apprenants, le gouvernement n'a pas ménagé ses efforts. Avant 2007, nous avions au total environ 16 000 infrastructures, scolaires confondues. En l'espace de quelques années, nous en avons ajouté plus de 1000. Et nous comptons en faire davantage. Et tout ça, là, c'est des réceptacles pour accueillir donc, le flux d'apprenants qui vient. Le système de vacation a changé. Nous avons mis en place le système d'Aspirada, qui permet de régler la question donc, de la pénurie numérique et également de qualité. En 2016, nous étions à environ 61 milliards d'investissements dans le sous-secteur. Aujourd'hui, nous sommes à près de 200 milliards. De plus, de nombreux indicateurs témoignent des résultats obtenus. En 2016, nous étions pour le BPC, je dis bien le BPC, à 15,81% de succès. En 2023, donc les résultats derniers là, 69,21%. Je prends le baccalauréat. Pour le baccalauréat, nous étions en 2016 à 30,14%.
Et l'an dernier, en 2020, 63,08%. Ces progrès confirment l'engagement du gouvernement en faveur d'un enseignement secondaire de qualité. Sport à présent, c'est avec les protégés du sélectionneur béninois Moussa Latondi qui ont perdu à Lomé sur le score de 2-0 leur match aller du premier tour des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations. À quelques jours de leur match, le match retour à Abidjan, nous nous intéressons à la possibilité du Bénin de renverser la vapeur. Et c'est avec Hugues Zinsou-Zouno, un tantinet flegme, avec du flegme et de l'optimisme. Il nous trace la perspective. Depuis la création du championnat d'Afrique des Nations communément appelé CHAN en 2009, le Bénin ne s'est jamais qualifié pour cette compétition. Ces 6 dernières années, notre pays n'a enregistré aucune victoire dans les éliminatoires du CHAN. Cette année, le défi est non seulement une première victoire après quelques années de disette, mais surtout réaliser tout ce que les pays limitrophes ont déjà fait. À l'assaut des éperviers, au stade de Kégué ce 25 octobre, les Guépards à prime ont malheureusement mal géré leur entame de match avec une faiblesse défensive remarquable sur le côté gauche. Ils sont punis à la 11e minute et surtout à la 92e minute. 2-0, les poulains de Moussa Latondi doivent relever la tête ce 2 novembre au stade Félix Houphouët-Boigny. En sont-ils capables? Ont-ils les moyens pour? Sur quels aspects doivent-ils travailler? Il est judicieux d'avoir une vraie solidité défensive, puis offensivement, ils doivent être cliniques. C'est bien possible car sur la deuxième mi-temps à Lomé, la maîtrise technique et collective était béninoise. Rendez-vous ce 2 novembre au stade Félix Houphouët-Boigny pour la remontée du score tant souhaité par des millions de Béninois. On croise les doigts pour les Guépards et on va à l'international. Des drones pour livrer des médicaments et vaccins au Nigeria, l'alerte du Commonwealth sur les menaces au climat. Manifestation anti-Trump aux États-Unis, ce sont là quelques informations à trouver en interactualité avec Alexandra Diotan. Le gouvernement nigérien a noué un partenariat innovant avec une société américaine de drones pour améliorer l'accès aux soins de santé, notamment dans les communautés rurales mal desservies. En utilisant des drones, le pays vise à surmonter les défis logistiques pour livrer médicaments et vaccins de manière rapide et efficace. Depuis son implantation à Kaduna en 2022, la structure s'est élargie à 2 autres États nigérians et travaille actuellement avec un total de 3 États. Comme ailleurs en Afrique, au Nigeria, le changement climatique exacerbe les variations de la mousson. Les catastrophes naturelles se multiplient, menaçant la survie de millions d'habitants dont les maisons ont été endommagées ou détruites et dont les cultures agricoles ont été ravagées, mettant en péril la sécurité alimentaire régionale. Selon les habitants des quartiers touchés de Lokoja et de sa périphérie ainsi que les autorités, les premières inondations ont commencé à toucher l'état de Kogi en 2012 et se répètent d'année en année depuis lors. Le Commonwealth a appelé ses membres à œuvrer en faveur de la protection des océans menacés par le changement climatique. L'organisation a lancé cet appel dans sa première déclaration sur le sujet samedi à Apia lors de la clôture de sa 27e réunion des chefs du gouvernement. Au moins 49 des 56 pays du Commonwealth ont un littoral. 25 de ses membres sont de plus en plus touchés par le dérèglement climatique, l'élévation du niveau des mers et l'augmentation de l'acidité des océans, entre autres. Aux États-Unis, dans la dernière ligne droite d'une course à la Maison-Blanche qui s'annonce comme l'une des plus serrées de l'histoire du pays, des manifestants anti-Trump se rassemblent à New York, bastion démocrate où le candidat républicain et ancien président tient un meeting. Je cite, « Cet homme est un fasciste et nous sommes en danger », fin de citation, a déclaré un des manifestants. Dimanche, Donald Trump a accusé son adversaire démocrate et vice-présidente Kamala Harris d'avoir détruit les États-Unis avec Joe Biden à la Maison-Blanche.
L'adhésion à l'Union européenne reste une priorité pour son parti Rêve géorgien, vainqueur des législatives samedi 26 octobre. Le Premier ministre géorgien l'a déclaré, affirmant qu'il s'attend à un redémarrage des relations avec Bruxelles en réponse à l'opposition pro-occidentale qui l'accuse de dérive autoritaire pro-russe et a appelé à des manifestations en fin de journée. C'est la fin de notre rendez-vous d'actualité. Merci pour votre inusable fidélité. Merci à toutes les équipes. Bonsoir chez vous.